Donc du coup, comme l'a dit Alexandra, on va aujourd'hui du coup parler de projets de recherche, donc surtout basés sur le quantique et plus globalement en fait vraiment comment Qubit aujourd'hui a réussi sur AWS à passer d'un projet de recherche à potentiellement du quantum computing. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va introduire aujourd'hui la façon dont fonctionne AWS vis-à-vis de tout ça, ce que AWS peut vous proposer dans le cadre de votre projet de recherche, comment AWS fonctionne en termes de drug discovery et après à terme aussi du coup parler de quantum computing. Donc moi pour ma part, je suis Thomas Sozo. Je suis Startup Solution Architect, donc dédié aux startups dans le monde de l'healthcare et de la science, donc dans le domaine de la santé. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné de Robert Marino, donc CEO de Cubic Pharmaceuticals, Bonjour. donc un de nos clients qui travaille du coup avec nous sur ces sujets-là. Donc voici l'agenda de la session. On va commencer par parler de Life Science et d'HPC sur AWS. Donc comme j'ai dit précédemment, recentrer un petit peu le sujet, comprendre et présenter comment AWS aujourd'hui opère et travaille dans le cadre de la Life Science et plus précisément de l'HPC. On va ensuite parler rapidement de quantum computing et on va ensuite avoir la chance d'avoir du coup l'histoire de Qubit Pharmaceuticals, aussi bien sur AWS que plus globalement ce que fait aujourd'hui Qubit dans le terme de la drug discovery et de la recherche. Et pour le coup, Robert pourra nous présenter tout ça après. Donc je vais tâcher d'aller assez vite sur les deux premières parties. C'est vraiment couvrir aujourd'hui ce que fait déjà AWS, comment on fonctionne. Je pense que ce qui est surtout intéressant, c'est d'entendre Robert et du coup l'histoire sur Qubit. Voilà. Donc avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voulais présenter un chiffre qui est hyper important pour moi. On n'est pas tout à fait dans la drug discovery, là pour le coup on est vraiment sur l'HPC et comme c'est marqué ici du coup sur une séquence de génome. En 2002, séquencer un génome coûtait 100 000 $, un seul génome. Aujourd'hui, enfin hier en 2021, on est autour des 600 $. Tout ça, c'est lié principalement finalement à une accessibilité au compute toujours plus simple, toujours moins cher. On se doute bien que le coût de compute en 2002 n'est pas le même que celui d'aujourd'hui, heureusement. La simplicité aussi pour déployer le type de cluster nécessaire pour effectuer ce type de calcul, c'est aujourd'hui beaucoup plus accessible que ce que ça a pu être dans le passé. On espère que ça va continuer à se tendre, on espère que ça va continuer à partir dans cette direction-là pour toujours avoir finalement accès à des systèmes, à des machines, à des procédés permettant du coup de découvrir les médicaments de demain pour un coût toujours plus intéressant et un time to market, c'est-à-dire le moment entre le moment où on commence la recherche et le moment où le médicament est disponible, toujours plus court. Toujours dans l'idée du coup de soigner plus efficacement les gens et les populations. Donc, comme je le disais précédemment, on a finalement constaté une recherche et développement dans la drug discovery qui continue de croître, qui est de plus en plus forte, avec finalement des capacités de découverte de médicaments plus compliquées que dans le passé, puisque formellement, disons que les molécules les plus simples ont déjà été découvertes dans le passé. Aujourd'hui, on travaille sur des molécules toujours plus compliquées, toujours moins accessibles, qui ont besoin du coup de toujours plus de données, toujours plus de capacités de calcul, toujours plus d'instances, toujours plus de serveurs pour arriver du coup à la découverte de ces types de molécules. Cet effet-là a finalement fait qu'on traite encore plus de données. Tous les nombres sont en train de monter et de continuer de progresser, aussi bien comme je le disais en termes de taille de cluster, d'instances nécessaires et de données nécessaires pour arriver du coup à ces dits traitements. L'HPC du coup commence, enfin ça fait un petit moment mais continue du coup de vraiment ressortir dans le sens où aujourd'hui c'est une solution, une des solutions principales pour finalement faire la drug discovery et continuer de découvrir nos médicaments. On commence à travailler, à constater une mouvance vers le qubit, donc le quantum computing, qui pourrait potentiellement permettre de faire découvrir de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments de manière encore plus efficace et plus simple que dans le passé. Donc globalement, l'HPC, aujourd'hui, ça se découvre un petit peu de cette manière. On constate certaines tendances. La première étant vraiment le computational chemistry and structural biology, donc vraiment tout ce qui est drug discovery, modeling and simulation, imaging, donc tout ce qui va toucher de près au loin finalement à l'imagerie médicale, et la genomics, qui va toucher plutôt du coup à l'analyse génomique. Donc on peut repartir sur la première valeur que je vous avais présentée précédemment. Tout ça est supporté finalement par des mécanismes d'AIML, donc intelligence artificielle, machine learning, par de l'analytics, donc toujours des quantités de data qui continuent de grandir et d'être de plus en plus importants pour permettre du coup la découverte de ces nouveaux traitements, le tout sur de l'HTC ou HPC. Donc on parle vraiment là de clusters avec du coup un nombre de machines important permettant du coup de traiter les précédentes données et donc du coup finalement d'arriver aux résultats escomptés. On peut parler du coup de drug discovery, imaging dont j'ai parlé précédemment. Il faut bien comprendre que toutes ces recherches se basent et doivent se baser sur des environnements sécurisés. Ça, c'est ce que propose et permet de faire AWS, puisque la sécurité, surtout dans le secteur médical, est quelque chose d'hyper important et de primordial pour pouvoir arriver à ces fins. On parle aussi, on a besoin aussi du coup d'avoir des infrastructures qui sont fault tolerant et globales. On permet aussi du coup d'avoir toujours une scalabilité plus importante et plus élevée, ce qui est vraiment fondamental dans l'idée de l'HPC. L'idée étant de pouvoir avoir à disposition grand nombre d'instances pour faire ces calculs et ensuite, une fois les calculs terminés, de libérer et de rendre ces instances puisqu'elles ne sont plus nécessaires et du coup potentiellement coûteraient de l'argent inutilement. Si on fait un petit focus et qu'on redescend d'une manière un peu plus technique sur ce que permet de faire AWS, hormis du coup les grandes images que j'ai données précédemment, on va avoir finalement des systèmes d'orchestration et d'automatisation du compute HPC côté AWS. Donc on peut parler de Parallel Cluster, Batch, Genomics CLI, d'autres systèmes comme IKS, ICS que vous devez connaître qui permettent du coup d'orchestrer des containers.
Tout ça, c'est des mécanismes qui permettent aujourd'hui d'exécuter des pipelines de computation lourds sur AWS d'une manière relativement simple. On va avoir du coup pas mal d'applications scientifiques qui découlent de tous ces systèmes-là. Donc, Genomics, comme j'ai parlé précédemment, Imaging, Modeling and Simulation, Computational Chemistry et du coup Informatic Data Science. Tout ça basé sur du compute, du stockage et du network, puisque c'est vraiment la base et la clé aujourd'hui pour lancer du coup ce type de workload sur AWS. En compute, on peut parler de CPU, on peut parler de GPU, on peut parler du coup de FPGA, c'est plus spécifique, et aussi surtout de quantum computing. On va revenir sur cette partie juste après. Pour ce qui est du stockage, je ne vous présente pas les solutions, elles sont plutôt connues. Donc AWS propose différents types de solutions de stockage pour arriver à ces fins, particulièrement FSx for Lustre, qui est une solution dédiée à l'HPC sur AWS en termes de stockage. Tout ce qui est networking aussi, qui permet du coup de supporter l'ensemble de ces couches-là et de permettre finalement un computing efficace sans avoir du coup de frein au niveau du réseau. Donc là, vous avez un petit peu l'image globale des différents services ou systèmes que vous pourriez utiliser sur AWS pour lancer du coup des pipelines de drug discovery, imaging et tout ce qui s'ensuit. On a un exemple assez parlant, typiquement de Fred Hutch, qui a du coup tout simplement réduit, alors j'ai pas fait le calcul, mais de 7 ans à 7 jours, ses pipelines et sa computation, en faisant une migration du coup sur AWS, en exploitant des services comme Batch, EC2 Spot Instances, donc Batch qui permet finalement d'orchestrer du compute at scale sur AWS, c'est en lancer des tâches, que ces tâches soient traitées sur des clusters, EC2 et EC2 Spot qui sont finalement le sous-bassement, disons, ce qui est nécessaire pour pouvoir du coup supporter le tout. On va passer sur la deuxième partie, mais je vais en parler brièvement, puisque du coup, Robert en parlera mieux que moi tout à l'heure. Une nouvelle façon du coup de traiter ça, jusqu'à maintenant, on a parlé finalement de compute assez conventionnel, ce serait de passer sur du quantum computing, qui permet du coup soit, dans certains cas, d'accélérer les calculs déjà existants. Donc on prend ce qu'on a déjà fait, on essaie de le passer sur le quantum computing, ce qui permettrait potentiellement et sensiblement d'augmenter du coup la performance et donc le temps de calcul, voire même de résoudre des problèmes qui jusqu'à maintenant n'étaient pas résolvables. Et ça, c'est la grande force qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a des équations qu'on n'arrive pas à résoudre jusqu'à maintenant, qui potentiellement seraient résolvables sur les quantum computing. C'est exactement du coup ce que je viens d'expliquer. Alors, il n'y a pas d'ordonnée, il n'y a pas vraiment de métrique, mais dans l'idée, comparer du coup au fastest supercomputer, potentiellement, un ordinateur quantique permettrait du coup d'accéder à des résultats dans un temps beaucoup plus court, voire de résoudre des problèmes qui n'étaient pas résolvables avant. On se doute bien qu'il y a un problème qui prendrait 100 ans dans le passé, qui prendrait une minute maintenant. Le problème à 100 ans lancé sur un cluster HPC, on peut considérer qu'il est de l'ordre du non résolvable de par le délai nécessaire du coup pour faire ce traitement-là. AWS, le quantum computing chez AWS, c'est 3 grands blocs. Le premier étant le plus important, Amazon Braket, je vais l'expliquer juste après, qui est le service de quantum computing côté AWS. On a aussi un ensemble de Amazon Quantum Computing Solution Labs, donc un ensemble de solutions proposées pour vous permettre, disons, une immersion plus rapide dans le monde du quantum computing, qui reste quand même quelque chose de pas forcément aisé de prime abord. Et ensuite, on a du coup AWS Center for Quantum Computing, qui est un centre de recherche dédié du coup à l'informatique quantique sur AWS, géré par Amazon, qui permet donc du coup de continuer la recherche dans ce domaine-là pour faire toujours de nouvelles découvertes et d'aller toujours encore plus loin. Comme j'ai dit, du coup, on va se concentrer sur Amazon Braket. Donc Amazon Braket, c'est le service mis à disposition par AWS qui vous permet d'expérimenter déjà de prime abord le quantum computing et qui vous permettent à terme, si vous le souhaitez, même d'exécuter du coup ce calcul sur AWS. Donc en fait, il faut imaginer un peu ça comme le SageMaker du quantum computing. Vous allez avoir du coup les 2 premières phases qui sont design et test. À ce niveau-là, pas d'ordinateur quantique. Ça vous permet de tester, d'expérimenter vos algorithmes. Vous allez pouvoir lancer ça dans des simulateurs. Donc pas d'ordinateur quantique à ce niveau-là, juste de la simulation quantique. Et à terme, pourquoi pas même du coup exploiter les ordinateurs quantiques fournis par AWS pour permettre du coup d'utiliser et de tester du coup les calculs que vous auriez précédemment implémentés. D'une manière un peu plus technique, ça se présente de cette manière-là. Donc vous avez des managed notebooks, d'où la référence à SageMaker, c'est plutôt Jupyter pour le coup. Vous avez un IDE local, vous avez la console Braket, donc l'IDE local vous permet de tester en local ce que vous faites. La console Braket permet de suivre les différentes simulations et traitements que vous lanceriez. Tout ça, du coup, sur des simulateurs managés, donc au centre, pour vraiment vous permettre de tester à moindre coût, sans mobiliser du coup des ordinateurs quantiques, qui sont des ressources rares. Et à terme, pourquoi pas du coup exécuter ça sur de l'hardware quantique fourni par AWS. Voilà, donc j'en ai terminé, c'est une petite introduction du coup sur ce que propose AWS et la façon dont AWS fonctionne. Et du coup, je laisse la parole à Robert qui va pouvoir expliquer plus précise ce que fait Qubit et comment Qubit le fait sur AWS. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravi de pouvoir échanger avec vous sur comment est-ce qu'on utilise aujourd'hui le calcul HPC et demain le calcul hybride HPC et QC pour accélérer la découverte de médicaments. Alors peut-être juste un petit mot au sujet de notre société. Donc on a été créé en 2020, en plein milieu des 2 vagues de Covid. On a commencé réellement à embaucher et à démarrer les opérations au 2e trimestre 2021. Aujourd'hui, on est près de 50 personnes. 45 à peu près basés à Paris, 5 dans nos bureaux à Boston.
on a 6 programmes de découverte de médicaments. Donc c'est peut-être un peu ce qui fait notre spécificité. En interne, on est une deep tech. On fait énormément de calculs, du HPC, du quantique, du développement de nouveaux logiciels, de méthodes très poussées en sampling, etc. Mais ce qui sort, ce qu'on vend en externe, c'est des molécules, comme une pharma en fait. C'est vraiment la base de nos actifs. Au-delà du cloud, on a aussi un supercalculateur interne. Donc on a le plus gros supercalculateur privé pour les sciences de la vie en France, un peu plus de 200 GPU dernière génération qu'on a installé et qu'on opère nous-mêmes. Et ça, c'est pas du tout antinomique d'avoir un cloud, parce qu'en fait, on a designé notre architecture complète pour gérer des pics de charge. Donc aujourd'hui, la R&D, c'est fait sur le supercalculateur interne. Une fois que c'est validé et que ça passe à l'échelle, on déploie sur le cloud. Et puis depuis 2020, on a levé 25 millions d'euros pour permettre de faire tous ces développements et d'investir dans notre programme de recherche. Alors, si on regarde un peu dans la conception de médicaments assistés par ordinateur, aujourd'hui, il y a à peu près 350 startups de par le monde. Et tous les mois, il y en a entre 2 et 10 qui se développent, notamment grâce à la démocratisation d'outils sur les différents stores, que ce soit Generative AI, Computational Chemistry. Il y a énormément de choses qu'on peut avoir juste en téléchargeant et lancer des programmes. La raison pour laquelle nous, on a décidé de se lancer dans ce défi, c'est grâce à notre technologie. Hein, on est une émanation de laboratoires de recherche académiques. Quand on fait de la conception de médicaments assistés par ordinateur, on veut plusieurs choses. On veut pouvoir aller vite, faire énormément de calculs, énormément de simulations, mais aller vite pour avoir des calculs faux, ça sert à rien. Donc il faut aussi être capable de simuler correctement et d'être vraiment précis, aussi bon que l'expérience. Et dans le monde de la pharma, il y a des cibles, c'est les protéines qui sont dans notre corps humain. Elles sont classées en fonction de facile à très très difficile. Et il y a tout les cibles faciles, c'est 20 à 30% du marché. Puis les difficiles à très difficiles, c'est 70%. Difficile à très difficile, aujourd'hui, il y a très peu d'outils computationnels qui permettent de les simuler et de prédire ce qui va se passer. À nous, c'est là-dessus qu'on se positionne. En fait, grâce à notre techno, dans laquelle on a mis beaucoup plus de physique que les logiciels existants, on est capable, sur des cibles extrêmement difficiles, de faire des prédictions justes. Et par juste, j'entends aussi bonne que ce que ferait un labo, une vraie paillasse, qui est le juge de paix à la fin. Là, vous voyez, c'est la même cible, donc c'est la même protéine qu'on voit en couleur. Et ce qu'on a essayé de mesurer et de prédire, c'est comment 2 molécules différentes, qu'on a designées nous-mêmes, qui ne diffèrent que par ce petit bout-là. Alors, il va falloir me faire confiance, il y a juste vraiment un seul groupement. Si vous prenez les logiciels du commerce, ils vont vous dire c'est pareil. Les 2 molécules sont similaires en tout point. Si vous demandez à un chimiste médicinal expérimenté qui a 30 ou 40 ans de bouteille, il vous dira c'est pareil. C'est des substitutions qu'on fait au quotidien. Ça ne change pas l'activité, ça permet d'améliorer d'autres propriétés. Donc, la même chose. Nous, on a fait les calculs. Avec notre logiciel, on voyait que celle-ci était 4 ordres de grandeur plus forte que celle-là. Donc, celle-ci marche, celle-là ne marche pas. Tout le monde nous a dit, bon, bah, désolé, votre logiciel, il n'est pas bon, quoi. Parce que c'est vraiment la base. On a fait les synthèses, on a fait les expériences. Celle-ci marche, celle-ci ne marche pas. Et en fait, pour arriver à ça, il faut beaucoup de physique. La physique, ça coûte cher en calcul, et donc il faut beaucoup de compute. Donc aujourd'hui, en fait, je vous le disais, ce qu'on fait avec notre puissance de calcul, c'est développer des médicaments dans le domaine du cancer, de l'immuno et des antiviraux. On en parlera un peu plus précisément. Nos chimistes médicinaux s'appuient sur une plateforme, donc c'est un SaaS à usage interne uniquement, qui permet de faire de la conception de médicaments, qui elle-même appelle 4 technologies. Donc il y a des champs de force, de la physique, des moteurs de dynamique moléculaire, ce qui permet de mettre en œuvre nos champs de force, de la partie conception de molécules assistées par machine learning ou par IA, et puis on a le simulateur quantique, dont je parlerai après, qui est accéléré soit par notre supercalculateur interne, soit par le cloud AWS. Alors pour vous donner un peu des ordres de grandeur, quand vous faites de la découverte de médicaments, vous partez toujours de grandes bases, de grands nombres de molécules qui existent ou pas, que vous allez générer. Là, je vous ai pris le cas d'un vrai programme où on a travaillé à découvrir des inhibiteurs du Covid-19. Je pense que c'est quelque chose qui nous a tous pourri la vie pendant quelques années. On était parti pour ce programme-là de 500 000 composés. Et donc, vous avez 500 000 molécules, et parmi les 500 000, vous voulez savoir quelles sont les meilleures. On est passé très rapidement avec différents outils de 500 000 à une centaine. Cette partie-là, qui peut paraître importante parce que c'est des grands nombres, on passe de 500 000 à quelques centaines, en fait, computationnellement, c'est pas cher. Pas cher, c'est rapide. Et il y a même plein d'outils sur étagère qui le font assez bien. À ce stade, vous ne voulez pas aller dans le détail, vous voulez pouvoir trier et enlever les choses qui, de toute façon, ne marcheront pas. Donc ça se fait vite. Ce qui est vraiment compliqué, c'est passer d'ici à là. Parce que là, vous allez refaire 100 simulations, et en fait plusieurs centaines de simulations, qui doivent être aussi précises qu'une expérience de laboratoire. Donc, sur votre ordinateur,
alors il faut un supercalculateur, être capable de tout modéliser, l'ensemble des interactions. On parle d'une protéine, c'est quelques centaines de milliers d'atomes. Chaque atome a 6 degrés de liberté, il y a différentes forces en jeu. Et puis vos candidats à médicaments, c'est des centaines d'atomes, qui pareil, 6 degrés de liberté, etc. Donc c'est des millions et des millions de degrés de liberté que vous devez calculer. Et le faire avec une marge d'erreur qui est celle de l'expérience, qui est très faible. Et là-dessus, on est en besoin d'utiliser quelques centaines de GPU en parallèle, en routine. Donc nous, les différentes instances AWS, qui vont des G5 jusqu'au P4 et puis j'espère bientôt P5, nous servent en fait à recréer sur ordinateur ce qui se passe dans un laboratoire. Avant même de pouvoir faire ce travail, la première chose qu'il faut faire, c'est connaître son ennemi. Donc nous, quand on fait un programme de découverte de médicaments, la première chose qu'on fait, c'est resimuler sur ordinateur la protéine de notre cible. Et là, ça peut être des milliers de GPU en parallèle. Parce que ce que vous voulez faire, c'est pas juste avoir une image en 3D d'une protéine, parce que ça, finalement, une bonne manip va vous donner une image assez précise de la protéine, mais c'est recréer la dynamique de cette protéine. Parce qu'en fait, ces choses-là, là c'est une partie du Covid, c'est pas fixe dans le corps humain. Ça bouge en permanence, il y a de l'eau autour, l'eau rentre, elle sort. Ce que vous voyez ici, ça peut s'ouvrir ou se refermer. Et si c'est fermé 99% du temps, statistiquement, vous n'arriverez jamais à mettre une molécule dedans qui va avoir une activité. Donc la première chose qu'on fait sur nos programmes, c'est passer des semaines à remodéliser ça et à faire des structures 4D, en fait, la 3D plus le temps, de ces molécules pour comprendre où est-ce qu'on va pouvoir mettre des petites molécules chimiques qui vont modifier l'activité. Et ça a été en fait finalement un des premiers programmes qu'on a lancé dans le cadre d'un partenariat avec AWS et Sorbonne Université sur Covid. On a essayé de comprendre la dynamique d'une des protéines du Covid, comprendre comment est-ce qu'elle se comportait. Là, vous voyez par exemple, c'est ce qui est le résultat d'une simulation. Donc c'est quelques microsecondes du comportement de la protéine. Ça vibre, ça bouge et ça se referme. Et là aussi, c'est la spike. Vous avez peut-être beaucoup entendu parler, là, la couronne sur le Covid. Et pour faire ça, c'est des centaines de A100 qui ont été utilisés sur le cloud AWS pour réussir à modéliser un grand nombre de protéines d'intérêt médical, d'intérêt pour la recherche, pour réussir à reproduire ces films-là où on voit ce qui bouge et là où est-ce qu'on va pouvoir délivrer une petite molécule chimique. Là encore, vous avez une autre représentation de la même protéine et on voit ici en fait le comportement des petites molécules. Donc il y en a qui restent et puis il y en a qui sont éjectées. Et si elle est éjectée, on sait qu'elle n'est pas bonne. Pour reproduire ça, c'est une cinquantaine de GPU pendant 24 à 48 heures. Donc il faut être en capacité d'optimiser nos codes de calcul parce que pour ceux qui font du GPU, vous savez que ça consomme beaucoup en ressources électriques et puis c'est aussi un coût en investissement conséquent. L'ensemble des travaux qu'on a fait ont donné lieu à une publication dans un très bon journal. Et puis, il y a des dépôts de brevets. Donc, on a potentiellement des nouvelles familles d'inhibiteurs, donc des comprimés qu'on pourrait prendre pour faire de la découverte de médicaments. Aujourd'hui, ce qu'on a fait à petite échelle à l'époque sur Covid, on le fait à très grande échelle grâce à une plateforme qui s'appelle Atlas, qu'utilisent les drug hunters chez nous, donc les gens qui découvrent les médicaments, et qui nous permettent vraiment de passer à l'échelle et d'utiliser en routine plusieurs centaines de GPU pour découvrir les meilleurs candidats médicaments possibles. Ici, je vous montre un peu l'architecture, le back-end d'Atlas. On avait deux contraintes. La première, c'était pouvoir utiliser n'importe quel type de ressources HPC. On a à la fois AWS, mais notre supercalculateur interne aussi, Gaia. Et puis, on travaille beaucoup avec les centres de calcul haute performance français et européens. On consomme chaque année sur ces centres de calcul plusieurs millions d'heures GPU par an pour faire des simulations, pour découvrir des nouvelles cibles et faire une cartographie. L'autre point qui était aussi extrêmement important pour nous, c'est d'avoir une architecture sécurisée. Un deal en pharma, c'est potentiellement plusieurs centaines de millions de dollars. Donc il est hors de question que nos données fuitent. Et donc on a utilisé justement l'ensemble des opportunités et des capacités de sécurisation des protocoles qu'on peut avoir sur AWS pour sécuriser l'ensemble de nos programmes. Et aujourd'hui, on a un portefeuille de 6 programmes de découverte de médicaments actifs. Alors, ça peut paraître peu ou pas, mais pour vous donner une idée, en fait, si on était une biotech classique, donc à savoir on utilise un labo, etc., ben, on ferait au mieux 1 à 2 programmes en parallèle. Et ce serait une société. Et nous, avec 40 personnes, on est capable d'en faire 6 fois plus. Et en fait, c'est qu'un début, parce qu'on va passer à 10, 15 programmes en scalant et en déployant nos capacités et en donnant à nos drug hunters les moyens pour découvrir encore plus de molécules.
Alors jusqu'à là, je ne vous ai pas parlé de quantique. Donc là maintenant, on va pouvoir y aller. Vous avez compris, on est plutôt à la pointe au niveau du calcul haute performance. On sait, on développe nos propres algorithmes, on contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc pour nous, le quantique, qui aujourd'hui n'est pas encore disponible, il y a des prototypes d'ordinateurs quantiques, il n'y a pas d'ordinateur en production, c'est un moyen pour accélérer encore et améliorer encore la découverte de médicaments. Donc comment est-ce qu'on a approché le quantique? La première chose, ça a été de développer une plateforme logicielle interne qu'on appelle Hyperion, qui permet de reproduire des calculs de chimie quantique, à la fois de manière exacte sur les ordinateurs quantiques et aussi en émulation. Donc, pour la plupart des unités de calcul quantiques, les qubits, on sait leur comportement. Donc, on peut reproduire sur des GPU ou des CPU en très grand nombre leur comportement. Donc, aujourd'hui, on peut émuler de manière exacte 30 à 40 qubits, voire plus. Il y a eu une publication récemment en Chine où ils ont réussi à émuler 90 qubits. Ils ont utilisé pour ça à 415 pétaflops, je crois, de calcul. Donc vous le voyez, on peut monter en échelle, mais on est vite limité. Ces 415 pétaflops, ça commence à faire une sacrée capacité. C'était tout le supercalculateur national qui a été utilisé pour faire le calcul. Néanmoins, ça nous permet de tester nos codes rapidement, avant de les déployer sur des vraies machines qui sont en nombre limité, au-delà d'être limitées elles-mêmes en puissance de calcul. Donc nous, on a cette plateforme aujourd'hui qui peut utiliser soit des QPU, soit des GPU qui vont émuler les QPU. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, c'est penser les algorithmes de demain qui seront déployés sur les machines. Et pour nous, il y a 3 KPI qu'on va suivre sur chaque algorithme, puisqu'on va comparer le calcul quantique versus le calcul classique, qui est déjà très performant. C'est soit on a un gain en précision, c'est-à-dire qu'on voit des choses qu'on ne pourrait pas voir si on avait fait les calculs sur du GPU, soit on va plus vite vers la solution. Parce que intrinsèquement, les calculateurs quantiques étant massivement parallèles, ils arrivent à explorer un espace de possibilités plus vite, et donc on va converger vers la bonne solution plus tôt. Donc là, on gagne de l'argent, en fait, puisqu'on va à la fois plus vite et puis on consomme moins de ressources. Soit ça prend le même temps, on a le même niveau de solution, mais par contre, un QPU, ça consomme beaucoup moins d'énergie que des GPU massivement parallèles, donc on a un impact carbone plus faible. Et c'est à l'aune de ces 3 critères qu'on va analyser nos logiciels et chacun des QPU différents. Tout à l'heure, Thomas vous le montrait, il y a 3 machines sur Braket. Chacune va répondre à des cas d'usage différents. Aujourd'hui, il y a 5 grandes familles de calculateurs, et puis il y a une dizaine de startups par famille. Donc vous avez 50 types d'ordinateurs différents, 50 langages de programmation différents, 50 contraintes hardware différentes. Et il faut tous les tester pour savoir ce que chacune va pouvoir vous apporter. Donc ce genre de plateforme type Braket où vous allez pouvoir passer de l'une à l'autre a extrait beaucoup de valeur. Vous n'êtes pas obligé de tout réapprendre à chaque fois. Ce qu'on fait donc avec le quantique, c'est penser nos algorithmes de demain qui seront hybrides. Ils feront à la fois du classique et à la fois du quantique. Parce qu'il y a des petits problèmes avec un ordinateur quantique, par exemple, c'est que vous ne pouvez pas copier l'information. Ça fait partie du principe de base. Si vous copiez l'information, ça ne marche plus. Donc, comment on fait pour storer une grande quantité de données? C'est pour ça qu'on fait une partie en classique, on prépare les systèmes et d'émuler les systèmes, les faire monter en charge nos programmes d'émulation pour rentrer dans des régimes où on a un grand nombre de qubits. Donc, l'idée, c'est qu'à partir de 100 qubits en émulation, on pourra commencer à avoir des avantages quantiques intéressants et à voir vraiment ce qu'on pourra faire avec les machines de demain. Et j'en ai fini là de cette présentation. J'espère que ça vous ouvre un peu les yeux sur ce qu'on peut faire avec le quantique aujourd'hui. Formidable. Si vous avez des questions, on a un petit peu dépassé aussi. Donc si vous avez des questions, on va se mettre sur le côté. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis merci pour votre attention. Puis bon sommet. Merci.